L'Algérie présente des aspects complexes tant sur le plan géopolitique que psychologique. Sur le plan psychologique, la psychologie nationale algérienne est souvent exprimée de manière compulsive et non maîtrisée. Cela peut être dangereux pour le pays, car il est important de prendre le contrôle de sa psychologie nationale. Sur le plan géopolitique, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et dispose d'une population jeune et d'importantes ressources naturelles. Cependant, il existe une contradiction majeure: bien que l'indice de développement humain en Algérie soit élevé, les exportations du pays ne sont pas à la hauteur de cet indice. Cela crée une frustration au sein de la population éduquée et peut poser problème au développement du pays. Il est donc indispensable de comprendre la psychologie nationale algérienne pour mieux appréhender les défis auxquels l'Algérie fait face. La situation géopolitique de l'Algérie est complexe. Bien que le pays soit le plus grand d'Afrique et ait un indice de développement humain élevé, ses exportations ne sont pas diversifiées, ce qui crée des tensions et des frustrations. De plus, de nombreux Algériens sont contraints de migrer vers d'autres pays pour trouver des opportunités. Ceci est illustré par l'exemple d'Elia Serouni, un chercheur algérien qui a dû quitter la France pour les États-Unis, où il a connu un grand succès. Le principal défi de l'Algérie est donc de concilier son développement humain élevé avec une économie basée principalement sur les exportations, afin de prévenir les tensions et les conflits. Cependant, il est important de comprendre la psychologie nationale algérienne et d'aborder ces questions de manière diplomatique pour éviter d'être perçu comme un ennemi ou un ami. La fierté nationale, commune à de nombreux pays, peut être canalisée de manière positive comme cela a été le cas au Japon après la période coloniale. Le Japon a réussi à transformer sa fierté en développement économique et social, malgré l'influence des puissances occidentales. L'Algérie doit trouver une voie similaire pour relever les défis auxquels elle est confrontée au XXIe siècle. L'auteur souligne l'importance de canaliser la fierté nationale dans le développement des infrastructures, de l'économie et de l'innovation. Il mentionne que le Japon a réussi à le faire après la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'introduction du concept du Lean dans les entreprises. Cependant, il met en garde contre les dangers d'une fierté nationale mal canalisée, qui peut mener à des actes de violence et d'atrocité, comme cela a été le cas pour le Japon dans l'histoire. Il soutient que l'Algérie doit également trouver un moyen de canaliser sa fierté nationale dans des domaines tels que l'innovation et l'économie de la connaissance pour éviter des conséquences négatives. L'auteur compare également l'Algérie au Vietnam, soulignant que ce dernier a réussi à exporter beaucoup plus que l'Algérie et à développer son économie de manière plus dynamique. Le Vietnam, bien qu'ayant moins de ressources naturelles que l'Algérie, exporte environ 4 fois plus par habitant grâce à une économie diversifiée. La fierté nationale en Algérie ne semble pas être investie de manière efficace. Il est important de mettre en valeur et de fructifier ce capital national, comme l'ont fait l'Allemagne et le Japon qui ont réussi à placer financièrement leur fierté nationale. En Turquie, par exemple, on peut citer des exports dont le pays est fier, tels que les drones et les séries télévisées, ainsi que l'aéroport d'Istanbul, qui est considéré comme le meilleur de la région. En Algérie, il est difficile de trouver un export dont le pays pourrait être fier et il n'y a pas de programme national clair visant à être leader dans un domaine. Le dessalement est peut-être un contre-exemple, mais il ne mobilise pas toute la nation comme cela a été le cas à Singapour pour les services financiers ou à Taïwan pour les mémoires électroniques. La fierté nationale et la réussite économique ne sont pas nécessairement liées aux ressources naturelles d'un pays. Taïwan, par exemple, a réussi à devenir leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs malgré son absence de ressources naturelles et sa situation géographique difficile. La Corée du Sud est un autre exemple de pays qui a réussi à devenir leader mondial des semi-conducteurs et qui a surmonté de nombreux obstacles historiques. Ces pays ont canalisé leur fierté nationale dans leurs exportations et ont réussi à générer une forte croissance économique grâce à leurs activités dans des domaines clés comme l'électronique et les moteurs de bateaux. En revanche, l'Algérie n'a pas réussi à tirer profit de sa fierté nationale et n'a pas développé une industrie manufacturière compétitive. Il est nécessaire de revoir les politiques économiques pour permettre à l'Algérie de se positionner dans le marché mondial. En dépit de son indice de développement humain élevé, la fierté nationale algérienne s'investit dans des domaines qui ne contribuent pas au développement du pays.
Les Algériens expatriés ne peuvent canaliser leur fierté nationale dans la production de biens manufacturés à haute valeur ajoutée, contrairement à d'autres expatriés de pays comme la Chine, la Corée du Sud ou Taïwan. Cela conduit à une perte d'opportunités pour l'Algérie. De plus, la fierté nationale algérienne a du mal à accepter les critiques constructives, préférant entendre ceux qu'elle souhaite plutôt que ce dont elle a réellement besoin. Cette situation favorise la manipulation de l'opinion publique. En comparaison, certains boxeurs talentueux ont gâché leur potentiel en ne suivant pas les entraînements nécessaires, tandis que d'autres, moins impressionnants physiquement, comme Rocky Marciano, ont réussi grâce à leur travail acharné. La fierté nationale algérienne devrait donc écouter les critiques constructives pour progresser. Cet extrait parle d'un individu, non spécifié, qui consacre sa vie à s'entraîner et est conscient de ses imperfections. Parallèlement, l'auteur compare cette mentalité au fait que certains pays, comme Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, sont également conscients de leurs propres imperfections géopolitiques. L'auteur mentionne ensuite Rocky Marciano, un boxeur qui n'a jamais été défait, pour illustrer l'idée d'entraînement constant et de persévérance. Il mentionne également Tyson Fury et Dante Wilder, deux autres boxeurs, pour souligner la différence entre ceux qui s'entraînent et ceux qui ne le font pas. L'auteur utilise ensuite cette métaphore de la boxe pour expliquer comment les pays peuvent être comparés économiquement, et mentionne les pertes d'opportunités qui existent en Algérie en comparaison avec d'autres pays comme le Vietnam, Taïwan et la Corée du Sud. Il aborde également la question de la dette publique en Algérie et soulève le sujet de la fierté nationale qui peut conduire à des pensées irrationnelles. L'auteur fait référence à un commentaire absurde sur les BRICS et leurs prétendus besoins de l'Algérie. Le coût d'un conteneur de Moudjahidine, Lenovo ou Huawei dépend de plusieurs facteurs tels que la quantité et les conditions d'achat. Cependant, il est important de ne pas prendre ces exemples comme représentatifs de l'avenir de l'Algérie, car la fierté nationale excessive peut conduire à des réactions conditionnées et irrationnelles. Si l'avenir de l'Algérie était entre les mains de personnes irrationnelles, cela serait préjudiciable à sa stabilité et à sa position en Afrique. La division de l'Afrique et la création de nouvelles frontières sont des concepts que je rejette, tout comme le fait de monter des États arabes les uns contre les autres. Je suis pour la stabilité et l'unité en Afrique. Mon intention est claire, je suis contre tout ce qui divise l'Afrique et oppose les États arabes les uns aux autres. Dans les commentaires, vous pouvez constater les réactions de ceux qui ne comprennent pas ses intentions et qui utilisent des mots comme Maxen, sioniste et harki pour exprimer leur désaccord. Ceci démontre le manque de maturité dans ces discussions. Il est demandé de ne pas prendre l'expérience en Algérie comme exemple du potentiel économique, intellectuel et géopolitique du pays. L'expérience se base sur le niveau de maturité de l'Algérie et la capacité du pays à canaliser sa fierté nationale dans des exports à forte valeur ajoutée. Dans le passé, des pays arabes ont réussi à exporter des produits à forte valeur ajoutée comme les astrolabes et les horloges, mais l'Algérie reste un pays avec des défis économiques. La question qui se pose est de savoir si l'Algérie est capable de développer des exports glorieux à forte valeur ajoutée. La naissance de l'Algérie en 1962 est considérée comme un chiffon rouge qui permet de rabaisser le pays, mais la réaction de l'Algérie face à cela peut changer la perception de la nation. Si l'Algérie est complice de son rabaissage, alors il est facile de le faire, mais si elle analyse l'histoire d'autres grandes nations dans l'espace et le temps, elle peut trouver des exemples comme la Chine, l'Inde et la Russie qui ont réussi à maintenir une identité nationale souveraine sur une longue période. Cependant, il est important de noter que la Russie est moins vieille que la Chine ou l'Inde. La question aborde le défi de l'unification de l'Inde, un pays aux nombreuses religions, langues, castes et anciens royaumes. L'idée d'une unification constitutionnelle tardive est évoquée, en prenant en exemple Abraham Lincoln aux États-Unis. Lincoln a utilisé un discours d'inclusion basé sur une date précise pour définir l'identité nationale américaine. Il aurait pu choisir une date antérieure, mais en choisissant 1776, il a pu inclure différentes factions et satisfaire les Blancs tout en reconnaissant l'importance des Noirs. L'idée est que plus la date d'identité nationale est lointaine, moins on peut être inclusif. L'auteur mentionne également que pour lui, l'identité nationale algérienne a été façonnée par les Moudjahidines, mais cela peut être contesté par d'autres. Finalement,
il souligne l'importance de revendiquer une date tardive pour l'identité nationale afin d'être inclusif. L'auteur parle de l'importance de l'inclusivité dans le concept de l'identité nationale. Il fait référence à Gandhi et à sa vision idéaliste de maintenir une unité entre le Pakistan et le Bangladesh, mais souligne que cela est devenu irréalisable. L'auteur mentionne également Abraham Lincoln et son choix intentionnel de définir l'identité nationale américaine à une date ultérieure pour favoriser l'inclusivité. Il mentionne la manifeste destinée américaine, qui a un aspect sombre raciste, mais aussi un aspect positif de contribuer au progrès démocratique. Il évoque également le sentiment de destinée manifeste en Algérie, à Cuba et en France, qui sont des exemples de pays où ce sentiment est ancré dans leur identité nationale, ce qui crée une tension entre eux. L'auteur souligne que le sentiment de destinée manifeste peut avoir des aspects positifs mais aussi des aspects négatifs. L'auteur de la proposition soutient qu'il existe un côté positif de la colonisation, mais il affirme que ce n'est pas le sujet principal. Selon lui, une interprétation positive du sentiment de destinée manifeste est la contribution culturelle de la France, telle que le nombre de prix Nobel de littérature et de médailles. Il souligne qu'il existe un côté obscur de ce sentiment, lié à l'arrogance et à la réputation d'arrogance des Français à l'étranger. Il fait également référence à la psychologie algérienne, qui est influencée par l'appartenance au mouvement des non-alignés fondé par des leaders tels que Nasser. Il mentionne également la résistance vietnamienne face à des puissances militaires supérieures et souligne que le Vietnam ne cherche pas à exporter des moudjahidines. Il conclut en disant que l'Afghanistan, bien qu'ayant connu des moudjahidines, n'a pas de sentiment messianique ou de destinée manifeste. Il n'y a pas de sentiment de destinée manifeste dans l'identité vietnamienne, contrairement à l'identité algérienne qui a été façonnée par la décolonisation. Il est intéressant de noter que l'Algérie cherche aujourd'hui à faire remonter son identité nationale, tout comme la Chine ou l'Italie le font avec leur passé historique prestigieux. Cependant, il faut être clair sur le fait que l'identité nationale ne repose pas uniquement sur une période précise de l'histoire, mais sur un ensemble de facteurs. En Algérie, par exemple, il y a un écart important entre la langue des anciens peuples berbères et la langue arabe actuelle. En 2016, la reconnaissance du tamazight comme langue officielle en Algérie représente une avancée importante. Il est également intéressant de souligner que les termes berbères et kabyles ont des origines extérieures et ont été utilisés pour nommer les peuples d'Afrique du Nord. Toutefois, il est essentiel de se questionner sur les bénéfices que peut apporter l'attachement à une identité nationale particulière, en gardant à l'esprit qu'elle repose sur des approximations historiques. Le texte fait référence à plusieurs points historiques et identitaires. Il souligne que l'identité nationale française ne peut pas remonter jusqu'à Vercingétorix, car les tribus gauloises étaient divisées. Il mentionne également le royaume des Massile et des Massa-Essil en Algérie, qui étaient berbères et non arabes, contrairement à l'identité nationale algérienne actuelle. L'auteur souligne le paradoxe de l'Algérie se considérant arabe alors que les royaumes berbères ont joué un rôle important dans son histoire. Il mentionne également que les États-Unis n'ont pas soutenu l'indépendance de l'Algérie en raison des tendances marxistes du FLN. Enfin, il évoque le fait que les États-Unis ont envisagé de bombarder nucléairement le Vietnam pour empêcher son indépendance. Le discours aborde différents sujets liés à l'histoire de l'Algérie et aux influences étrangères sur le pays. Il mentionne le rôle de la CIA dans l'exfiltration d'Osman et Massoud, ainsi que leur implication dans la formation de l'École des Amériques, qui a été responsable de la formation de ceux qui ont tué Che Guevara. Le discours soulève également des questions sur la régence d'Alger et la présence turque en Algérie, sans prendre parti dans la polémique. Le terme maquis est expliqué en relation avec l'influence turque, tandis que Babouche est mentionné en tant que corsaire qui a tué le chef d'Alger. Enfin, le discours fait référence à l'alliance entre la mère de François Ier et Soliman le Magnifique, qui a provoqué l'excommunication du roi de France. L'alliance entre la France et l'Empire ottoman au temps de François Ier était essentielle pour protéger la France contre la menace de l'Empire espagnol. Cette alliance a permis de sauver le trône de France, car elle a empêché l'implosion et la destruction du pays face à l'Empire des Habsbourg. En ce qui concerne l'Algérie, elle a sollicité l'aide de l'Empire ottoman, mais il est important de noter que l'intervention des janissaires d'Alger et l'assassinat du maître d'Alger par Baba aux Russes sont des méthodes contestables pour prendre le pouvoir ou jouer le rôle de protecteur.
En ce qui concerne la régence d'Alger, il y a des débats sur sa souveraineté et les archives diplomatiques françaises suggèrent qu'elle était considérée comme une succursale turque et non comme un État souverain. Investir sa fierté nationale dans ces débats peut être problématique, car cela mène à des conflits sans fin avec des réponses faciles pour l'adversaire. Au lieu de cela, il est préférable de dépenser sa fierté nationale dans des domaines tels que les infrastructures, l'intelligence artificielle, le dessalement de l'eau de mer, l'informatique, etc. Il est important de choisir des batailles plus intelligentes pour promouvoir le développement du pays plutôt que de s'attarder sur des questions historiques discutables. Ce texte aborde différentes campagnes militaires de Napoléon, en particulier la campagne d'Italie qui est considérée comme une victoire militaire majeure, contrairement à la campagne d'Égypte qui s'est avérée être un échec. L'auteur mentionne également l'importance de la fierté nationale pour l'identité de chaque pays, soulignant que l'Algérie devrait adopter une approche inclusive plutôt que de chercher à revendiquer une origine ancienne pour renforcer sa position en Afrique. Enfin, l'auteur explique le concept de destinée manifeste qui peut être compréhensible pour certains pays, comme Cuba ou le Vietnam, mais pas pour l'Algérie selon lui. Le texte parle de la dissonance ressentie par les Algériens vis-à-vis de l'ouverture aux capitaux étrangers et de la diversification économique. Il souligne que l'histoire de la Chine, qui était autrefois fermée aux investissements étrangers, mais s'est ensuite ouverte avec succès, pourrait être une source d'inspiration pour l'Algérie. Cependant, il explique que les pays ayant un sens fort de la destinée manifeste ont tendance à éviter les comparaisons, en particulier avec leurs anciens colonisateurs. Il mentionne également que les pays comme la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam ont réussi à se développer en se comparant à d'autres pays, ce qui n'a pas posé de problème pour leur identité nationale. En revanche, pour l'Algérie, il est considéré comme une trahison de se comparer à d'autres pays, même éloignés. Finalement, le texte met en évidence la question de la souveraineté et de la fusion entre le marxisme et le capitalisme en Chine comme étant une réussite pour le pays. La Chine est un exemple de pays qui a réussi à ouvrir ses portes aux capitaux étrangers sans perdre sa souveraineté. Sous Mao, la Chine était fermée aux investissements étrangers, mais avec l'arrivée de Deng Xiaoping, le pays s'est ouvert massivement aux capitaux étrangers. Cette ouverture a permis à la Chine de faire exploser sa dette extérieure, son PIB par habitant, ses capacités d'exportation et sa valeur ajoutée, tout en conservant sa souveraineté. Aujourd'hui, la Chine est plus puissante et souveraine qu'au temps de Mao, et elle pourrait même envisager d'envahir Taïwan. La Chine a mis en place des lois restrictives pour les investisseurs étrangers, limitant leur participation dans les entreprises chinoises à 49% ou 50% dans certains domaines régaliens. De plus, la Chine peut nationaliser des entreprises si elles deviennent trop dangereuses pour le pays. L'auteur exprime son souhait que l'Algérie investisse sa fierté nationale dans des infrastructures plutôt que dans des symboles tels que des consulats ou des ambassades, car cela rapporte toujours. Il souligne également l'intelligence de l'Algérie d'inclure la langue amazigh parmi les langues officielles, ce qui était impensable en 1962. Investir la fierté nationale dans les infrastructures a toujours été bénéfique dans l'histoire. Cela peut être illustré par des exemples tels que les pyramides égyptiennes, les cathédrales médiévales et l'arsenal de Venise. Ces investissements ont porté leurs fruits et ont permis un développement durable. En revanche, investir dans des projets qui ne rapportent rien, comme les recherches historiques, n'est pas une bonne idée. Il est préférable de soutenir des secteurs tels que le dessalement de l'eau de mer, l'agroforesterie artificielle et les géopolymères, qui peuvent avoir un impact positif et durable sur l'économie. Cela nécessite de concentrer les ressources et le talent national dans ces domaines pour obtenir des résultats concrets. L'orateur souligne l'importance pour l'Algérie de devenir leader dans différents domaines tels que les géopolymères, le dessalement de l'eau de mer, l'intelligence artificielle, l'agroforesterie et les infrastructures, notamment les automates solaires. Il explique que l'investissement dans ces domaines permettrait à l'Algérie de se positionner comme un acteur majeur et de rivaliser avec des pays comme la Chine ou les États-Unis. Il rappelle également l'importance de l'investissement dans les infrastructures pour développer la puissance d'un pays, citant l'exemple des États-Unis avec le chemin de fer et du Japon avec le train à grande vitesse. L'orateur conclut en affirmant que le pays qui investit dans sa fierté nationale récolte les bénéfices à long terme.
parle de l'importance des investissements intelligents dans les infrastructures. Il mentionne plusieurs exemples tels que les géopolymères, l'intelligence artificielle, le dessalement de l'eau de mer, l'agroforesterie et les automates solaires. Il suggère également l'utilisation des aérostats pour améliorer les débouchés commerciaux de l'Algérie. L'auteur souligne l'importance d'écouter les vrais amis qui nous disent ce que nous devons entendre, plutôt que ceux qui nous disent ce que nous voulons entendre. Il affirme que la fierté nationale doit être canalisée et mise au service de l'intelligence et de l'innovation, sinon elle deviendra ridicule et peut même se retourner contre le pays. Il termine en encourageant les Algériens à être fiers de leur identité et à valoriser leur pays.